Bonsoir et bienvenue à tous. Le 1er décembre 2025, le Cameroun tout entier retient son souffle. À 74 ans, le président du Manidem, opposant farouche au régime de Yaoundé, allié de Issa Thioma Bakary à la élection présidentielle, figure historique de la lutte pour la démocratie et le retour au multipartisme, meurt au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie nationale où il était détenu depuis sa déportation de Douala le 24 octobre. Aujourd'hui, les défenseurs de la parole libre et leurs affidés, heureusement toujours plus nombreux, rendent hommage à un pionnier de la lutte pour les libertés. Georges Anissé Ekané disparaît ainsi, laissant derrière lui un pays en deuil, mais aussi partagé entre admiration, interrogation, mais surtout un profond respect pour le combattant qu'il a été. Ce soir, nous nous proposons de revenir sur le destin hors norme de Georges Anissé Ekané, de l'héritage, de la complexité du personnage, pour comprendre l'homme qui, jusqu'au bout, aura mis toute son énergie pour l'alternance politique au Cameroun. Un homme qui aura fasciné par ses convictions et sa constance et qui s'en est allé dans des conditions qui auront heurté la conscience nationale. Pour cet hommage, nous donnons la parole ce soir à un témoin vivant de son parcours. Journaliste et féru d'histoire politique, notre invité est lui-même une figure de lutte pour une véritable indépendance au Cameroun. Josué Blaise Mbangakak, bonsoir et bienvenue à La Vérité en Face sur Equinox Télévision. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. J'ai saisi cette occasion déjà pour avoir une pensée sur Anissé Ekané, qui est entré tout droit dans l'histoire du Cameroun et je dirais à la page centrale. Donc par la même occasion, je dis qu'un des souhaits, c'est que le 15 janvier, qu'il soit honoré d'une façon ou d'une autre, à l'image de son mentor, Ernest Ouandié, pour lequel il a beaucoup eu d'admiration. Il a connu Ouandié au poteau, mais il a beaucoup lu sur Oumiobe, Moumié, Félix Osenda Fana, Abel Kingé et Ernest Ouandié pour les autres, pour lesquels il a connu. Donc vraiment, je crois qu'Anissé a réussi à placer non seulement la flamme que les Oum ont laissée en plein cœur du village qui s'appelle le Cameroun. Merci José Blaise Mbangakak d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en Face. Pour mener ces échanges, nous sommes avec Babila Jonathan. Good evening. Bonsoir, Duval. Thank you, dear viewers, for joining us in this edition of La Vérité en Face. And tonight, we are taking you back into the life and political trajectory of Anissé Ekané as calls for an independent investigation to clarify the circumstances of the death of the president of the African Movement for New Independence and Democracy. Manidem continue rising to the sky. We are bringing to you tonight another perspective of the life, human rights, and political trajectory of Anissé Ekané. Our guest tonight is one of those who lived the political trajectory of Anissé Ekané, actively taking part in the struggle for a truly independent nation. Cameroon, veteran journalist, communicator, and lobbyist. Josué Blaise Mbangakak, welcome to the program. Thank you very much, Jonathan, and it's a pleasure for me to be here in this period where we all in Cameroon, we celebrate now our brother, our friend, Anissé Georges Ekané, who I suppose is a great man, and the history of Cameroon will know that. And we thank one more time Equinox TV to this opportunity who we have to celebrate Anissé Ekané. Being one of those who lived his political journey, his political struggle for a truly independent nation, the news of his death must have been a very hard one for you. Thank you very much. I suppose we will have a long of time of our discussion to take part, to tell exactly to a great opinion who was Anissé Ekané, who was the UPC and the Manidem after the assassinate of Ernest Ouandié, who was the last chief of UPC. I suppose this is the answer of your question, I suppose. Alors, comment vous faites la rencontre d'Anissé Ekané? Bon, Anissé, c'est simple. Anissé rentre au Cameroun en 83 et il fait partie de ces gens qui arrivent au moment où le débat est en France entre le soutien qu'il faut apporter
au président Biya et la rupture qu'il faut faire avec le président Biya. Bon, il y a Mongo Betty qui fait partie des intellectuels autour de l'UPC, mais sans être vraiment militant. Le débat est avec les Mokoko, Makit, Wungli, etc. Et Mokoko et les autres, Anissé et Kane, Wungli, disent que Aïdjo Biya, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et Wungli estime qu'il faut faire ce qu'ils appellent le soutien conditionnel. Libération des prisonniers politiques, légalisation de l'UPC, amnistie générale, organisation d'une élection où l'UPC ne se présentera pas, mais effacera la mémoire d'Aïdjo et soutenir le président Biya. Alors ça fait un crash, et le président Biya lui-même vient de faire un discours. Faut-il rester en exil ou venir pour prendre la parole et participer? C'est dans ces cadres qu'un certain nombre de cadres de l'UPC Manidem, comme on l'appelle à l'époque, rentrent donc, parmi lesquels Anissé Ekane, Basile Luka, Paul Mbanga, Djoki Alexandre, Anissé Ekane, Henriette Koué. Donc c'est dans ces... Oui, Jacques Mouid, justement. Jacques Mouid, qui est donc un copain, et avec qui on a plein de points de vue, me présente donc Anissé, que tout ce qu'on s'est dit là, parce qu'à l'époque, des gens fonctionnaient à 2 à 3 à 4, que bon, voilà, à l'époque, on ne disait pas camarades, voici d'autres copains, parce que camarades pouvaient attirer l'attention. Et depuis ces jours, Anissé, on ne s'est plus quitté, parce qu'on avait beaucoup d'atomes crochus, on avait à la fois les mêmes convictions, et lui et moi, on avait aussi les mêmes plaisirs en privé, c'est-à-dire les discothèques, la bonne table, et les mêmes lectures, et on ne s'est plus jamais quitté jusqu'à sa mort qui peine. Donc en fait, on peut considérer que l'élément déclencheur de ce mouvement-là, c'est le discours du président Biya qui dit que personne n'aura plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Voilà. Et donc dans cette mouvance-là, ces UPCistes-là décident de venir au Cameroun pour prendre le président au mot. Voilà, donc l'expression même de Moukoko Prizoé dit « prenons le président Biya au mot ». C'est-à-dire que la logique de la rupture ne doit pas être là. Allons-y, fonçons. Et c'est comme ça donc que cette vague arrive. Et trouve sur place, à tout seigneur, à tout honneur, des gens qui ont déjà suffisamment organisé l'UPC en clandestinité. L'honneur revient à Moine Gaspard, de son nom de lutte, Malika Maoum, la vérité de Oum, ambassade. Et Beletero Martin, très courageux, dynamique, marxiste jusqu'au bout des ongles, de son nom de lutte, Boubou Mahamad. Et entre-temps, il y a le secrétaire à l'organisation interne, secrétaire général adjoint, de son nom de lutte, Albert Kondi, qui est cadre à la SONEL, c'est EDC ou SONEL, et qui est un peu la cheville ouvrière de son nom de lutte, Ndema Samé Alexis. Donc, cette vague arrive et commence donc à retrouver ces copains-là pour se mettre maintenant à la lutte. Et les actions commencent, les jets des tracts, le rappel du... Alors avant d'y arriver, oui. La rencontre avec Anissé Kane, quelle est la première impression qu'il vous a laissée? Au départ, il me donne l'impression d'un playboy bien habillé, parfumé, chaussures amidonnées. Je me demande, j'ai dit à Jacques, notre copain là, il m'a l'air plus d'un playboy que d'autres choses. Mais c'est quand il a commencé à parler que j'ai senti que... Il avait l'âme révolutionnaire. Bon, parce qu'à l'époque déjà, on ne vous donnait pas le nom. On me dit que c'est le camarade Kai Chege. Ouais. Tu peux aussi l'appeler Daïrou Baba. Parce qu'il avait Pierre Ngekam, Daïrou Baba et Kai Chege. Donc jusqu'à un moment, tous les gars l'appelaient Kai. C'était son nom de lutte. Donc je voyais Kai. Je trouvais que c'est plutôt un bon vivant, un playboy, mais qui était... Ah oui, parmi les gens qui arrivent, je me rappelle de quelqu'un qui, justement, qu'on appelait camarade mondain, Dikou Mbonjo, qui a été déjà adjoint du CAPME. Expert fiscal. Oui, expert fiscal, et ingénieur en question de finances, qui était donc diplômé de l'université de Dauphine, qui dirigeait le CAPME. Il était très lié à cette époque aussi à Jacques Mouid. Bon, lui on l'appelait le copain mondain, camarade mondain, parce que lui vraiment c'était fromage, et bon vin. Et je le taquinais en disant avec Anissé les deux, que mais cette bourgeoisie là, il disait non,
Il faut vivre comme ça pour avoir une idée large que les autres aussi doivent continuer à vivre comme nous. Voilà. So in your conversation with Anissé Kane, from the first view, as you said, you saw someone playboy. who is more or less Yeah. a playboy, so to Yeah. speak. And then with your conversation, when you began to converse with him, what did you read in what he said, in his thoughts, in his opinions? First of all, I will say, Anissé, when we start to speak, I meet somebody who have a great conviction, but it was a fascinating admiration of Ernest Wande. And he know exactly the date of the birth, and he know exactly all the history of Cameroon. And Anissé was, how we call in French, un va-t-en-guerre. But, and suppose when you see Anissé in the action, you can know exactly if it is the same playboy you have in the front. And this is the conviction I have, because Anissé was a person who have a great conviction. And when he speak and talk about the Cameroon history, you are convinced that this is a great man who need exactly, he know what he want to do. This is my opinion. No, coming back into the country at that time when the president of the Republic, Paul Biya, had said that people will now be free to express their opinions, to speak out their thoughts and so on without necessarily running into the bush. Yeah. Coming back into the country in that context, did you see in him a man with great hope for a better Cameroon, for a truly independent nation? This is the first opinion when you meet Anissé in this period. It was a great opinion. He know exactly what he want to do. But Anissé, not really in this period, very political person. Is, as we call in French, activiste. I don't know if... An activist? Yes. Anissé, au départ, n'est pas quelqu'un qui croit beaucoup aux élections. Anissé, c'est vraiment quelqu'un qui pense que la vraie chose, c'est la révolution. Et que la révolution n'est pas au bulletin de vote, mais il pense, Anissé pensait que tout s'est fait parce qu'il avait beaucoup lu sur tout ce qui touche la révolution. Et il pensait à l'inversement du rapport de force par les masses populaires, comme il disait. Donc, ce n'est pas un type qui croyait au bulletin de vote. Bon, mais par la force des choses, il s'y est mis, et vous verrez plus tard qu'il est pratiquement à la tête de toutes les actions clandestines et ouvertes qui ont été faites. Ce n'était pas un homme politique au sens, comme on le voit, assis, résolution, acte. Anissé était très à l'aise dans les actions sociales. Est-ce que c'était donc finalement, on va dire, un homme au sens philosophique du terme, c'est-à-dire ondoyant et divers, ou un homme qui avait des convictions mais qui savait jusqu'où ne pas aller trop loin dans son rôle, dans sa posture de playboy? Qu'est-ce que vous mettez dans un personnage complexe lorsqu'on parle d'Anissé Kane? Anissé avec une multitude de casquettes. Vous pouvez... D'abord, c'est l'un des rares qui était en clandestinité, et même au sortir de la clandestinité, qui côtoyait tout le monde. Les officiers supérieurs, subalternes, les ministres à Yaoundé. Mais quand tu as été avec lui, avec ces gens, tu te rendais compte qu'il ne change pas, il tient un discours, et ce qu'il a appelé l'entrisme, aller vers ces gens et leur dire ce qu'on pense. Il pouvait même remettre un certain nombre de littérature à certains. Donc, c'était un homme à multiples casquettes. C'est le même type que tu voyais à ce qu'on appelle... D'abord, c'est Anissé qui commence à dire que après les jets de tracts et d'autres actions, comme par exemple en clandestinité, aller écrire sur l'axe partout, du PC vaincra, faire des tracts. Anissé, pour ses propres plaisirs, pour convaincre les autres, disait toujours qu'après il faut aller en boîte de nuit, pour qu'après, si on dit que mais qui a fait ça, on va dire mais hier nous on les a vus en boîte de nuit, ça peut pas être... Mais il trouvait un bon prétexte pour aller bien rigoler, et c'était vraiment Anissé. Quand tu le voyais en boîte de nuit ou au restaurant, on te dit que c'est le même bonhomme, tu ne crois pas. C'est pour ça que c'était vraiment un homme à multiples facettes. In your conversation with him, did he tell you exactly where he was going to, where with the other friends? You said at that time the word comrade could be disturbing. It could attract some
unnecessary attention, and so you were using that word friends, what do you call copain? Friend, did he tell you where he and the others were driving the nation to, the vision that he was bearing at that time about Cameroon? Please, I can speak in French to more explication about this question. Anissé était convaincu que le bulletin de vote ne peut pas renverser un régime néocolonial qui a mis tant de temps. Et le pays sortait de la dictature farouche d'Ahidjo. Donc pour Anissé, le bulletin de vote n'était pas... Donc il fallait des soulèvements, notamment au milieu estudiantin et chez les ouvriers et les paysans, pour imposer un nouvel ordre. Et le débat justement à cette époque, à l'intérieur de l'UPC Manidem, je me rappelle, c'était que le parti était très élitiste par rapport au parti des masses. Parce que Wungdi Massaga, paix à son âme, par le travail qu'il faisait, les cadres étaient très, si tu veux, how we can call it, des élites au sens propre. C'est même pour ça qu'à un moment, Moukoko exigeait qu'on puisse recruter des ouvriers et des paysans pour mettre à la direction. Bon, Anissé, lui, c'était proche de ça, mais il était beaucoup plus proche de ce qu'on peut appeler la masse qui est capable de se soulever. Anissé ne croyait pas beaucoup au bulletin de vote. Pourtant, au sein du parti, visiblement, malgré ce qu'on considérait comme ses sorties de piste, on lui faisait confiance. Je crois qu'il était d'ailleurs le PPO. Oui, c'était le PPO, c'était tout simplement porte-parole officielle du parti. Donc, Anissé, justement, quand il rentre en 83, je peux vous dire une chose, Anissé est presque exclu du parti par Wungdi Massaga, qui estime qu'il a une liberté de ton, il a un désaccord avec les options. Donc, ils sont exclus à cette époque avec pratiquement quelqu'un qui le connaît depuis 65 ans, avec qui ils ont même, parce que c'est Anissé, Georges et Kanem Bongo. Et l'autre, c'était le professeur Samuel Bongo, qui avait pour nom de lutte Camarade Ondoa. Donc, ils sont tous exclus. Mais sur le terrain, Anissé s'avère un peu le joker, et puis à la fin, donc, la direction du parti lui donne un rôle de suppléer pratiquement ce qu'il avait trouvé ici. Parce qu'à cette époque, il y a Abanda Kwama, qui venait d'Athènes, ingénieur polytechnique, qui vient avec sa femme Marie-Edwige. Ils sont déjà là avant 80. Donc Abanda est celui qu'on peut appeler chargé des opérations spéciales. Donc il connaît toutes les cellules, tous les noms de lutte, et qui est en liaison avec la direction extérieure et interne. Donc avec Anissé, donc, c'est vraiment le parfait, comment je vais dire, le feeling. Il voit les choses de la même manière. Et il est donc dans la même cellule que Harriet Ikwe, Abanda Kwama. Donc c'est comme ça donc, Anissé pose des actes qui sont tels qu'il devient pratiquement le leader en clandestinité. What made him to come up to that position of leader in the clandestine movement? En réalité, parce que Anissé avait deux ou trois... What are some of the things that he was doing? Anissé avait deux ou trois grandes qualités: le courage, le flair. Anissé savait que, tiens, Henriette, tu sais, si on va faire l'affaire des 9 de Bépanda là, ça peut donner quelque chose. Transformant ça, c'est-à-dire il avait ce flair-là. Et il avait donc le courage que pendant qu'il peut aller en bataille avec les 9 de Bépanda, vous pouvez mettre des camions militaires tous les dimanches. Je suis venu, à l'époque étant en mutation, venir couvrir les 9 de Bépanda. J'ai vu Anissé avec des camions militaires, des gendarmes autour, mais autour de lui, ça le dopait. Il pensait que, en fait, avant qu'on arrive, j'ai l'impression que s'il y avait plusieurs cas de figure pour la disparition d'Anissé, il aurait choisi comme il est parti. Donc, Anissé est sorti et je voyais plutôt des gens fermer les maisons et les boutiques parce que le dimanche, c'était chaque dimanche. Donc, tu voyais quelqu'un qui avait ce courage-là et il avait le flair de savoir que AS must go home. Il attaquait AS, il avait ce flair-là. Il pouvait prendre une affaire banale et la transformer. Vous voyez, quand on va arriver aux affaires d'affaires Yondo, il a ce flair-là, il sent les coups et il sait qui choisir, the right person, et il avait ce coup. Donc, c'est finalement lui qui devient pratiquement
le porte-étendard en clandestinité du parti, alors qu'il a trouvé les Togo, le moyen de Gaspard, l'Indema Sami. Au départ, je ne sais pas si on va y arriver, parce qu'Anissé, quand il veut partir en France, après l'assassinat de Wandi, ses parents, qui sont tous deux de Bomono, Bomonoga et Bomonoambege, sa mère et son père, lui donnent 2 interdictions. Ne jamais faire la politique et épouser une blanche. Il arrive en France, il va à Lille, il épouse une moitié blanche, parce que sa femme, Charlotte, est de père français, mais de mère camerounaise. Et il atterrit chez son frère aîné à Lille, qui lui est à l'UNEC, l'Union nationale des étudiants camerounais à ECA. Et son frère, le frère aîné. Bon, mais il se rend compte que son frère aîné n'est pas très actif. Mais il tombe sur beaucoup de lectures qui lui ouvrent encore plus d'esprit, et il est très amoureux de ce que il se dit donc que comme son frère est déjà là, il ne peut pas lui interdire ce que ses parents lui ont dit, pas de blanche, pas de politique. Anissé se met à chercher où est l'UNEC. Bon, son frère lui prend attache avec tel et tel. C'est comme ça qu'Anissé entre à l'UNEC et il tombe donc à l'intérieur de l'UNEC, et comme par hasard, il commence à fréquenter son épouse future, Charlotte, qui est donc, par hasard, le frère aîné est à Paris, est le président de la section de l'UNEC de Paris, pas de France. Donc, ce qui facilite les affaires. Donc, Anissé tombe donc amoureux de sa femme à l'intérieur de l'UNEC. Donc, il fait plutôt un amour à la fois sentimental et militant. Et c'était le début de tout. De tout. Donc, il était à Lille. Parce qu'à l'époque, en France, vous avez 3 villes qui étaient des villes vraiment de contestation du régime d'Aïdjo. Vous avez Lille, vous aviez Lyon, vous avez Strasbourg. À Strasbourg, il y avait un monsieur qui est décédé, père son âme, Samuel Oyonongele, qui mobilisait dans tous les environs. Et Simeon Gussu, pour ne pas oublier, dont les noms étaient sur tous les papiers que l'UPC jetait à l'époque. Donc c'est comme ça qu'Anissé entre dans la lutte par l'UNEC. Et de l'UNEC, on verra peut-être comment... Right, you're going to tell us more about that shortly, but first of all, a little bracket for you to tell us a little more about les 9 de Bépanda. Tell us about that. Bon, les 9 de Bépanda, je crois que ce n'est pas la préhistoire, c'est vraiment l'histoire récente. Et il s'agit d'une jeune dame qui est très liée à je crois, un capitaine dont on vole une bouteille de gaz. Et comme par hasard, je crois qu'elle désigne les supposés voleurs de cette bouteille. Et on arrête donc un certain nombre de jeunes gars à Bépanda, au nombre de 9, et ils disparaissent. Et visiblement, sans qu'on ait trouvé leur dépouille aux environs de Déa. Anissé, il recevait tous les journaux le matin. Il avait un petit gars qui venait tout le temps lui livrer les journaux. Il tombe sur l'affaire, évidemment. Première personne, il en parlait, tu vois, et quoi. Il l'appelait. Parce que là, il appelait Henriette soit par son nom de lutte, Ngandambu. Ngandambu, c'est la fête de fin d'année. Ou bien Lilibita. Donc, il se retrouvait, il en parle avec Henriette. Et c'est comme ça, donc, il décide de manifester pour la vérité des 9 de Bépanda. Alors, Anissé se met dans cette affaire jusqu'au cou. Il crée un comité de 9, et comme généralement en pareil cas, il dit qu'il ne faut pas que quelqu'un de l'UPC Manidem soit devant, parce que ça va tout à fait bloquer les autres d'adhérer. Donc, il prend le jeune de la famille qui a perdu, un des membres, pour en faire le président. Donc, les 9 de Bépanda prennent une tournure. Je me rappelle l'une des rares fois où la première fois, le président a tenu un discours un 19 mai. Et il a puni. C'est pour ça que je dis les gens, parfois un peu désespérés ou espérés de ce régime. Le président était obligé de mettre aux arrêts des officiers supérieurs de notre armée, de notre gendarmerie, y compris des responsables d'un très haut niveau. Et il a tenu un discours le 20 mai en disant, ça ne va pas terminer comme ça. Et je crois que le colonel qui a eu des soucis, Anissé m'a même dit que c'était une de ses fréquentations. Mais quand il s'agissait des intérêts de l'État,
Anissé était en face et son ami colonel était de l'autre côté. So he took up that fight. Je voulais juste préciser pour la gouverne et les téléspectateurs que l'affaire de Neuf de Bépanda intervient dans un contexte de grand banditisme où on met en place au Cameroun le commandement opérationnel. Et c'est dans le cadre donc, des actions de ce commandement opérationnel que ces enfants vont donc disparaître. Tout à fait. Et dans cette affaire, effectivement, à un moment donné, on va montrer des images, des trous qui ont été creusés, donnant le sentiment que ces enfants-là s'étaient plutôt évadés. Voilà. Donc, c'était juste pour rappeler Tout à fait, c'est un additif très important. Ouais. Donc, c'était vraiment un très grand moment de la lutte de... Je crois qu'Anissé était tellement fier de cette époque, parce qu'Anissé, son but, c'était à la fois la manifestation de la vérité, mais c'est de montrer que les hommes en tenue ne sont pas à l'abri de quoi que ce soit. C'est pour ça que je suis convaincu que même quand le ministre de la Défense dit « Nous avons lancé une enquête pour savoir dans quelles conditions Anissé est né », et moi, je me dis, si lui-même était là, il allait veiller et dire ne discutons pas déjà, attendons cette commission jusqu'où. Parce que je vous ai dit que le 9 de Bépanda, il y a des gens d'un grade supérieur qui se sont trouvés dans les geôles et qui ont perdu leur job. Donc je crois que l'une des satisfactions d'Anissé, ça a été ça. So as I was saying that, as I wanted to indicate earlier, you already mentioned it. He took up that fight, not because he was implicated in one way or the other, or related to that family, but just for the fight for justice. Democracy and liberty and freedom. Fight for justice. And one more time, can I say, it was also an opportunity to Anissé to show that policy and gendarme is as soon as the same citizen as you and mine. This is one of the objectives of the fight of Anissé. I don't know if you understand what I want to say about this opportunity. Right. Alors, ça, on va certainement revenir là-dessus sur ce qu'on peut considérer comme l'héritage de Georges Anissé Kané. Mais je voudrais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Je vais replacer le curseur sur l'année 1989. Oui. Peut-être avant 1989 même, revenir sur ce qu'on appelle la clandestinité. Ah, d'accord. La clandestinité qui, il me semble, on peut considérer que... Après 71, avec l'assassinat, de Wandji. Voilà, l'exécution publique d'Ernest Wandji, qui était, on va dire... le dernier chef historique. Le dernier chef historique et celui qui a inspiré Georges Anissé Kané. Alors, parlez-nous un peu de cette période de la clandestinité. On voudrait davantage savoir qui étaient les acteurs et surtout comment est-ce que ça s'organisait cette clandestinité-là. Aujourd'hui quand même, on peut en parler. José Blaise Magakak. En réalité, chaque fois qu'un des chefs de l'UPC disparaissait, la France, à l'époque des années 50, après les années 60, disait que c'est la fin de l'UPC. Donc Oumiobe en 58, tout le monde a célébré. Et Ahidjo a été en tuile, il a bu du champagne en public sans se référer de ses origines musulmanes. Bon, tout le monde pensait que c'était la fin. Moumi est devenu plus puissant qu'avant. Et là, on s'est dit, mais finalement. Donc, après la disparition de Moumi, tout le monde disait, bon, c'est la fin, c'est en 60. Wandji. Après Wandji, donc, après Moumi, il y a quand même quelqu'un comme Ousseini Dafane. Oui. Qui arrive, qui déjà on n'en parle pas beaucoup, mais qui est très déterminé, qui a un solide carnet d'adresses, qui est un très grand adepte de Moumié, qui est, si vous voulez, le premier économiste d'Afrique noire, dont le livre a été sur sa mémoire, sa thèse, l'économie ouest-africaine. Il est très lié à Franck Fanon, il est conseiller de Lumumba, etc. Donc, il est assassiné, tué à bout portant. Le 15 mars 1966. Merci pour votre rafraîchissement de mémoire. Il est à bout portant et M. Ahidjo demande qu'on lui ramène sa tête sur un piquet. Donc, les gens ont l'impression qu'au Séda Fana, avec ça, alors, il n'y a plus rien. Bon, mais Wandji qui est déjà sous maquis, avec 62, c'est là où il arrive. Bon, Osende est là-bas. C'est là où Oumbi Machaga aussi vient avec Osende pour entrer au front de Djoum. Parce que Osende est à l'est. Je coupe et puis nous voilà. Wandji est arrivé, arrêté, on ne va pas refaire les feuilletons. Il passe dans au poteau en 75. Et Anissé... 15 janvier 1971. Le 15 janvier, merci. 1971. 71. Donc, Anissé
qui était là-bas un match de foot, entre les journaux qu'il lisait, c'est pas le Cameroun Tribune à l'époque, on appelait la presse du Cameroun. Les sabbats, les cours, racontent toutes sortes d'affaires. Nous tous même, qui a un bandit, qui est entre qu'on s'en bat, coupe les têtes, il jette. Nous-mêmes, on a peur de... Bon, mais tu avais trouvé un oncle qui te disait, Amanou, laisse ça, tu sais, bon... Il t'expliquait. Mais parfois, il laisse, parce que tu peux aller dire ça à l'école. C'est le sujet tabou. Voilà. De méfiance, parce qu'il peut te dire, mais l'âge que tu as, tu peux aller parler ça à l'école et ça devient une autre affaire. Ouais. Mais c'est avec le temps que tu comprenais que ce qu'il te disait voulait dire ceci. Même les récitations de l'époque avec Amadou Ahidou, le père de la nation. Il y a toujours quelqu'un qui te disait, Amadou, cherche seulement les notes à l'école, mais un jour tu sauras qui est le père de la nation. Donc après on savait que ça te révolte parce que c'était Oumiobe et ses amis. Donc c'est comme ça, donc après Wandé, les Wunglima Saga qui sont les héritiers se mettent avec les gens comme André Fauchou, à tout seigneur, à tout honneur, et Ndor Michel, un certain nombre de cadres qui étaient autour de Moumien et de Wandé à Accra décident donc de relancer quelque chose. Et en même temps, cette chose-là, ils se disent qu'il ne faut pas, parce que la plupart des jeunes qui viennent en France, on dit, il y a deux choses, ne faites pas la politique, évitez ceci. Donc les gars se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? Entre-temps, il y a le moule qui recrute déjà beaucoup pour l'UPC, qui est l'UNEC. En réalité, je vais rapidement. L'UNEC, au départ, n'est pas une structure de l'UPC. Parce que l'UNEC voit le jour en 1946, dans 2 ans avant l'UPC, qui a été créé par Bébé et Idi et le docteur Zogomassi, tous deux médecins. Donc en 1956, ça s'appelle encore Association des élèves et étudiants camerounais. C'est là où ils sont tous francophones. Et ils décident donc, mais on nous a parlé de Rotundiema, Bernard Fonlon qui sont à Londres, il faut qu'on se mette ensemble. Ils se mettent donc ensemble, l'association des élèves et étudiants camerounais devient UNEC, avec K. Ouais. Donc de 1956 jusqu'en 60, c'est une association mais très progressiste, avec OCD qui est déjà l'ami de Marc Tarnbo, et avec eux, ils ont créé la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, la FEANS. Alors, l'UNEC devient véritablement la branche de l'UPC, mais pas totalement, avec la prise en main de Wungli Masaga en 60. Parce que quand Wungli devient le président de l'UNEC, il donne vraiment une dimension politique un peu plus de l'UNEC. Et ça prend encore du volume lorsque Mokoko Prizo Elenga Mouinga, l'idéologue du parti, devient président de l'UNEC en 69. Je voulais ce retour pour qu'on se reprenne. Donc, les gars, dont les Anissés et tous sont recrutés à l'UNEC. Bon, mais l'UNEC, donc, il fallait un passage pour aller à l'UPC. Et les gens se disaient, si tu dis à ces gars UPC directement, ils vont avoir peur. C'est comme ça, donc, en 71, il y a déjà une grande mobilisation. Les Mokoko Prizo et tous les autres décident donc de créer quelque chose, et il ne faut pas que l'UPC soit en avant, et il confie la rédaction du manifeste à Mongo Betty. Mongo Betty rédige donc pas le mouvement africain, mais le manifeste national pour l'instauration de la démocratie et le multipartisme, en abrégé Manidem. Donc quand tu quittais l'UNEC, tu entrais au Manidem, et le Manidem avait des paliers, ce qu'on appelait le courant d'opinion. Au moins dire que Aïdio est mauvais, on te suit déjà. Et après jusqu'à l'arrivée du comité rouge. Le comité rouge, ça dit tu es déjà marxiste, tu crois à ceci. Donc tu arrives au comité rouge. C'est du comité rouge, après avoir fait tous les examens à l'école des cadres de l'UPC, du Manidem, l'ECUM, qu'on te disait donc, mon petit, parce que chacun avait un parrain, que bon, maintenant, tu as mûr, hein, lis les trucs ici, main bas sur le Cameroun, mais ceci, tu vas entrer à l'UPC. Et la plupart entrent donc. C'est comme ça qu'Anissé entre, et il devient vraiment très actif, il est remarqué par tout le monde. Quelques temps après, l'UNEC est interdit parce que ça devient un noyau politique. À l'époque, c'est le ministre de l'Intérieur s'appelle M. Poniatowski, un proche de M. Giscard d'Estaing, sur la demande d'Aïdio. Donc, parce qu'en 1971, tous sont convaincus que l'UPC s'est terminé. Et Aïdio, qui avait des problèmes avec la Chine en pensant que la Chine supportait l'UPC, il a fait juste après son premier voyage en Chine.
Il a donc ouvert les portes, la Chine a commencé à venir, parler des congrès, les médecins d'Imbalmayo, etc. Donc ils se disent, mais c'est pas tout fini. L'UNEC, ils finissent par demander l'interdiction. Anissé donc est au four au moulin, on interdit. Et c'est après donc qu'arrive donc ce qu'on appelle début des années 82, ce qu'on appelle Oméga 2 et Oméga 1. Donc c'est des sortes de congrès. Donc cette direction de l'UPCSM, secrétaire général, donc chef du parti, Bungri Massaga, 2 adjoints, Simeon Kouissou qui est chargé des questions internationales là, pour nom de lutte à Foacom. Secrétaire général adjoint chargé des questions intérieures, c'est Ndema Samalexi, dit Kondi Albert. Vous avez le secrétaire à l'organisation, le professeur Abo Abeyek. Vous avez le trésorier chargé des finances, Manga Edouard, de son vrai nom, Makit Samuel. Vous avez Elinga Bouyungam Koko Priso, qui s'occupe de la propagande et de la formation. Et vous avez au bureau politique les gens comme Gon Daniel, de son nom de lutte Diaz. Vous avez tous ces gens-là, les Yaknier Daniel, etc. J'en oublie certainement. Donc, c'est la direction clandestine donc, qui réchauffe donc maintenant par rapport à celle qui est à l'intérieur avec les moines Gaspard et Beletobo. Et c'est celle-là, donc, en passant, je crois que l'épouse d'Anissé à cette époque est même beaucoup plus dans le parti gradé, entre guillemets, que son époux. Donc, c'est comme ça donc, Anissé se distingue, il est vraiment bouillant, etc. Et voilà. What was the role of Anissé Kane in all of that movement? Training persons and, of course, building momentum to bring about change in Cameroon. What distinguished him in all of that movement? D'abord, il y a des gars qui ont accepté de tout sacrifier. À tout seigneur, à tout honneur, vous avez des gens comme Hilaire Ndjolé Minja, qui a décidé de ne plus rien faire, démissionner d'une fonction qu'il était bien payé pour se mettre au service du parti. Ndjolé Minja, Abo Abeyek, et Mok Elan Thomas Di Costa. Bon, maintenant, vous avez des gens qui donnaient une bonne partie de leur salaire, les Simeon Kouissou, les Moukoko. Et tu avais donc les Ekanais qui étaient aussi c'est-à-dire que sans quitter leur job ou quel que soit le cas, ils étaient pratiquement à plein temps, les Ariétés. Donc, Anissé était celui qui était... parce que Anissé est formé par les Lingambouiga. Donc, ce n'est pas le même segment avec les Maki. Donc, Anissé, c'est la formation de Moukoko. Donc, Anissé se distingue par son courage, sa prise de parole, parce que, et à chaque fois, l'UPC Manidem était très présente à la fête de l'humanité. Sa prise de parole, la distribution des tracts, les affiches, et puis aller brander les murs sur Paris, Anissé se distinguait facilement pour ça. Et même dans les écrits de la presse du parti La Voix du Cameroun et Cameroun Nouveau, les Togo était le directeur du journal Cameroun Nouveau, La Voix du Cameroun. Mais si vous reprenez, vous trouverez toujours Pierre Ngenkam, Daïrou Baba, les écrits d'Anissé, ils se distinguaient facilement. Et c'était quelque chose qui faisait à tout moment qu'il devient un peu l'incontournable, la météo du parti, c'est ça, la boussole. Alors, donc, nous sommes là en plein dans la clandestinité, oui, avec le bureau de l'UPC qui est mis en place pour la cause. Oui. Alors, quelles sont les méthodes en clandestinité? Prenons un pan, la communication. On a remarqué là qu'il y a beaucoup de noms d'emprunts qui sont comme des espèces de codes. Oui, c'était quand tu avais la carte qu'on te remettait, il y avait une fiche. Tu mettais le nom, mais le nom qui était en gros caractère, c'était le nom de lutte. Donc c'est celui-là que beaucoup de gens ont même eu à se connaître après 90. Il y avait, tu pouvais être assis là, on te parle du camarade Aman Bako ou du camarade Atemenge Pius, mais Atemenge Pius n'a autre que Abanda. Donc tu ne sais pas. Oui, c'était Atemenge Pius. Donc les noms de lutte étaient beaucoup plus utilisés. Tu as des gens comme Joe Seke qui a été déjà adjoint au port. Même jusqu'à la fin, tu entendais tous les gens l'appelaient Misumba, la ruse. En Douala, c'était son nom de lutte. Donc,
dans la clandestinité, les gens fonctionnaient plus par nom de lutte et par cloison. C'est-à-dire que Duval, Jonathan, moi, on est à 3, pas plus. Donc, le jour où on arrête les 3, les autres pensent que tu connais, les gens se retrouvent même arrêtés. On peut te torturer en disant, mais il y a encore qui? Mais en réalité, tu ne connais que les 3 avec qui tu travailles dans le cloison. What was the essence of using those names and highlighting those names that were not the real names of the people? C'était la précaution vis-à-vis de... C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, on peut tout dire. Quand vous voyez le régime du président Biya à tout séant, à tout honneur, ça n'a rien à voir avec cette époque. Moi, j'ai mon frère aîné, sa belle-mère est venue à Paris en parlant de Ahidjo. Elle s'est retournée pour dire Kaman ou Ahidjo. Mais mon frère lui dit, mais tu es à Paris, donc vous ne pouvez pas imaginer. C'est que pendant qu'on faisait, c'est même pas possible une émission comme celle-ci. Si vous voyez, pour le peu qui a mené les gens en prison à être torturés, donc il fallait à tout prix protéger. La preuve, par exemple, quand on arrête l'Indéma, en 79, je crois, le débat est clair. Il est question que l'Indéma ne se réclame pas de l'UPC. On avait Ndéma en main, on le torturait, on lui demandait qui a conduit Albert. Donc il ne savait pas qu'ils avaient conduit Albert entre leurs mains, qui est le secrétaire chargé de mobiliser tout. Monsieur Ndéma, qui a conduit Albert, qui a signé ça? Donc ces noms de lutte permettaient à ces gars de ne pas savoir qui est qui n'est pas qui. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup aidé, au point que même aujourd'hui, il y a beaucoup de noms que si on vous dit avec les fonctions qu'ils occupent, vous ne pouvez pas savoir qu'ils ont été à ce niveau. Bon, les Bitcheki étaient déjà adjoints au port, les Mikoussé étaient déjà, je crois, Matgénie ou Labogénie, tous ces gars étaient là. Bon, il y a aujourd'hui certains que le parti disait, est-ce qu'il faut les mettre au plein jour ou d'autres? Parce qu'il y a même d'autres qui ne se connaissent pas. Ils connaissent le nom de lutte, mais ils ne savent pas que c'est elle. Ils sont pleins. À un moment, la seule chose qu'on demandait, c'est que les principaux dirigeants puissent s'afficher pour qu'Ahidjo ne pense pas que c'était des fantômes. Donc, Boungli a commencé à mettre son nom. Simeon Koussu à Foacom mettait son contact, son adresse, pour que si tu mets tous ces noms-là, Ahidjo. Moi, j'ai même pensé à un moment, en clandestinité, tu avais beaucoup de noms du Nord, qu'à la sortie de la clandestinité, tu te demandais, moi, où sont ces nordistes-là? Tu avais les Djibril Karim, les Haman Bakou, tout ça. Donc, c'était les Daïr Baba. Donc, c'était des gens que tu côtoies sans savoir exactement qui sont. Mais aujourd'hui, il y a certes beaucoup qui sont décédés, mais il y en a qui sont encore vivants et qui occupent d'ailleurs des postes importants dans le sérail ou dans le cercle du pouvoir. Oui, bon. La preuve, c'est qu'ils ont été à l'école de journalisme dans les années 80. Le directeur adjoint chargé des études, Tchinjikoule, quand on a su qu'il était, quand on arrête en 85, son nom sort, finalement, c'est le scandale. Comment le directeur qui forme les journalistes est à l'UPC clandestine? Donc, c'est la preuve, quand on arrête Ebele Tobo, et Mouen en 1976, on a toujours reproché ça à Mouen avant sa mort. Mouen gardait les documents de l'UPC dans son bureau où il était déjà adjoint de Transcap. Le jour où on vient l'arrêter, Fauchive est là lui-même avec les grandes autorités de la police, la gendarmerie. On l'arrête. Ils sont à la recherche plutôt de Martin Ebele Tobo. Donc il y a eu une fuite. Vous savez, les gens, on a un gars là, il est... Donc, Ebele Tobo est réputé d'être le plus radical. Donc, c'est lui qu'on vient chercher. Fauchive voit donc le blanc qui est DG de Transcap, et il dit qu'on vient chercher Ebele Tobo. Le blanc comprend que c'est plus la blague. On lui dit, mais comme par hasard, Ebele Tobo a pris ses vacances hier. Mais le blanc, j'aime pas le terme blanc, le français dit donc, mais le type que vous cherchez, et par rapport à ce que vous m'avez dit, le type qui l'a amené ici, c'est Moussé Mouen Gaspard. On part donc, on fouille
au bureau de Gaspard, oh là là, toute la littérature, les noms, c'est là où on tombe par rapport, les gens disent Gaspard avait trahi, non. Gaspard a eu la malchance de garder les documents avec les noms des nouveaux membres et des anciens dans ses tiroirs au bureau, donc c'était facile pour la police politique de au suivant. On a même arrêté une jeune fille qui Tchanga Nicole en 1976 qui venait d'être célébrée par tout le Cameroun pour avoir eu son bac à 16 ans, une ancienne de Liberman, parce que Liberman était un noyau où l'UPC recrutait beaucoup, à 16 ans. Et vous savez que son père était quoi? TPG ici. Donc, trésorier payeur général. Oui, ici, à Douala. Tchanga Nicole, elle est encore vivante. Bon, les gens qui, à tout seigneur, à tout honneur, qui se sont beaucoup battus pour la libération des jeunes étudiants, il faut reconnaître M. Hervé Bourges. À l'époque, le directeur de l'ECJ, lui-même socialiste, trouvait que, bon, vraiment, il faut libérer ces jeunes étudiants, ça arrive à tout le monde. On va marquer une pause, José Blaise Mbangakak, dans cette émission La Vérité en face, où on revient sur la mémoire de Georges Anissé Kane, que vous avez connu, que vous avez côtoyé, avec qui vous avez vécu. Vous nous donnez des témoignages quand même assez forts de la vie de l'homme, de son parcours, de sa vision, de son combat. C'est dans le cadre de cette émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Retour sur le plateau de La Vérité en face sur Equinox Télévision, où nous recevons ce soir un journaliste, un historien, José Blaise Mbangakak. Avec lui, nous revenons donc sur la mémoire de Georges Anissé Kane, qui, vous le savez, s'est éteint le 1er décembre 2025, alors qu'il était en détention au CED, une émission hommage avec comme invité José Blaise Mbangakak. On parlait tout à l'heure, avant la pause, de la clandestinité. Je voudrais peut-être que vous nous rappeliez cet épisode ou ces échanges entre Moukoko Priso et les autres UPCistes qui se préparaient à revenir au Cameroun, et l'appréhension que certains avaient qu'ils se retrouvent seuls, sans attache, et puis il leur disait, écoutez, lorsque vous arriverez là-bas, vous allez trouver sur place des gens qui sont des nôtres, et vous pourrez vous lier d'amitié avec eux pour préparer quelque chose de fort. Et effectivement, il faisait allusion il y avait des codes qui leur indiquaient. En réalité, il n'y avait pas que les UP6. Ça, c'est déjà 88-89. Oui. Tous les analystes sérieux savent que monte, descend, ça va basculer, le multipartisme va arriver. Donc il y a des UPC isolés qui ne se réclament pas de l'UPC comité central, l'UPC mandien, comme on dit. Il y a aussi des intellectuels, des avocats, parmi lesquels, dont Maître Yondo, qui se retrouvait déjà avec des gens comme Kwame Tomé, un certain nombre. Mais comme il connaissait Makit et Moukoko, Yondo est allé à Paris, perd son âme, un grand monsieur comme Maître Yondo Black. Il est donc allé, il a vu ses amis de l'UNEC, Moukoko et Makit. Et il a dit, vous êtes ici, on est en train de préparer quelque chose. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, que je ne suis pas certaine, ce n'était pas l'idée de créer un parti. L'idée, c'était de créer une plateforme, une coordination qui va préparer l'arrivée du multipartisme, qui va regrouper les associations, les partis politiques et les intellectuels révolutionnaires ou pas. Donc, ce n'était pas un parti, parce qu'il y avait déjà Henriette Ikwe et Kane, qui étaient déjà les membres de la direction de l'UPC Mandem. Donc, ils pouvaient pas se mettre avec quelqu'un d'autre pour créer un autre parti à côté. C'était... Non, en fait, il n'était pas question de créer un parti politique, mais de créer une plateforme qui regrouperait des associations, des syndicats. Voilà. Et c'est l'ancêtre... Et l'objectif, c'était quoi? C'était de préparer le multipartisme qui arrive et qu'il ne faut pas que ça échappe au parti. Mais on est en 1989. Oui. Avant le discours de la Bolle. Oui, non, la Bolle vient seulement s'ajouter parce que ceux qui sont intelligents aussi là-bas se disent qu'il ne faut pas que ça nous échappe.
Il faut anticiper. Ils observent déjà le mouvement dans l'espace politique français et ils sentent que ça va changer. Les Cotonou, la preuve, vous avez vu, c'était un mouvement cyclique en Afrique au sud du Sahara, conférence nationale par-ci par-là. Donc c'est comme ça donc, Moukoko et Makit disent à Yondo de rentrer. Mais il va rencontrer des gens qui vont lui donner des codes. Quand ils vont se saluer, ils comprendront qu'ils sont envoyés par... Parce que pour les Yondo, ils ne savent pas qu'il y a un fonctionnement clandestin ici. Donc, c'est comme ça donc, que Moukoko et Makit prennent attache avec Ekwe et Kane à Banda qui sont dans la même cellule et à Banda qui est chargé des opérations spéciales. Et Anissé donc est chargé de prendre attache avec les Yondo Black. Les mots de passe fonctionnent normalement. Et la première sortie, Maître Yondor, qui a son yacht, son bateau de plaisance, va en pleine mer avec Anissé. C'est la première fois qu'il parle donc maintenant et Anissé lui fait le déroulé qu'on a fait là. Vous êtes là, le parti fonctionne. Il y a tel, il y a tel, il y a tel, il y a tel. Nous, on a des cellules qui sont ici, voilà. Donc l'idée naît et ils tombent donc d'accord d'un chronogramme, comment mettre en mouvement les différents types de réunions. Alors, avant de revenir sur cette réunion-là ou encore cette plateforme, parce que cela est intéressant, c'est également important. Excusez, c'est pour les plus jeunes générations qui ont besoin de savoir ce qui se passe. Est-ce que vous avez encore souvenir de certains de ces codes, de ces mots qui étaient utilisés et qui permettaient à ceux-là de se reconnaître? Parce qu'effectivement, c'était pour éviter qu'il y ait des intrus, que les gens infiltrent le mouvement. Parce qu'en fait, quand Yondo rentre, évidemment, Anissé a déjà, on a déjà dit à Yondo que quand quelqu'un va te saluer, il te dira ceci, si tu réponds comme ça, parce qu'on pouvait être infiltré et quelqu'un vient saluer Yondo en disant mais c'est moi le représentant de ceci. Donc les mots de passe ont bien fonctionné. Donc ils se sont mis. Bon, Anissé qui revient donc, il tient informé son épouse à l'époque. Lui, il dit, mais il y a ceci qu'on va lancer bientôt. Charlotte lui a dit, moi, je ne fais pas confiance parce que c'est une expression que tous les UPCistes de cette époque, mais c'était une expression très chère à Moukoko Priso. Moi, toi, tu fais confiance à ces oiseaux-là qui n'ont jamais fait la clandestinité. Ça, on va vous arrêter. Anissé part chez Ekwe. Lui dit la même chose, Ariel lui dit, on va vous arrêter. Mais Anissé lui dit, Ariel, je ne viens pas t'informer, tu seras dans la délégation qui doit jeter les bases de la future coordination. Bon, Anissé donc s'assoit, parce que c'est Yondo qui amène la coordination qui a été déjà configurée par Moukoko Priso. Et ça, on ne le dit pas souvent. On ne le dit pas, non, c'est Moukoko qui crée la coordination avec ces termes. Et c'est Moukoko qui crée aussi l'appellation Union pour le changement, on va y revenir peut-être, UPC, pour rester à l'UPC puisque la légalité n'existe pas. C'est une idée qui date de Oumioba en 1956, ce qu'on appelait le courant de non national, lorsque Oumioba avait ses propres prisons. Donc l'Union pour le changement est une création sortie de l'idée de Moukoko Priso et qui dit qu'il ne faut pas que le candidat qu'on va choisir soit un candidat qui fera un mandat. Il faut faire un mandat et voilà les points. État généraux du Cameroun, etc., etc. Aucun journal de Douala, y compris des gens progressistes comme Séverin Tchouke, qui a été pratiquement dans la Ligue révolutionnaire en France. Personne n'osait penser qu'il faut un demi-mandat. Tout le monde pensait à un mandat entier. Parce qu'il fallait proposer ça à Froundi. Donc, et le seul journal qui a publié en premier, avant que les nouvelles expressions reprennent, c'est le journal La Détente qui est tenu à l'époque par Samuel Elémé, qui est le cousin de Martin Ebele Togo, tous deux originaires de Deido. Pour revenir donc maintenant, Yondo ramène la plateforme. Alors, en fait, Moukoko Priso et les autres, qu'on peut considérer comme étant l'ELTU, estiment qu'aller faire confiance à des gens qui ne sont pas nés dans des conditions qui leur permettent d'être des révolutionnaires, ce serait du gâchis. Les Moukoko, à cette époque, admettent. Mais tu sais, à l'époque... Parce que dans le passé, par exemple, de Maître Yondo Black, ils ne lisent pas des ingrédients de révolutionnaires ou de quelqu'un qui peut... La chance qu'on a,
c'est que le père de Yondo a été un militant UP6. Oui. Et Yondo, arrivé en France, a été à l'UNEC. Ok. Yondo était à l'UNEC. Donc, qui a pu boire l'affaire là, si quelqu'un te dit que tel est nommé, ceci, il a changé, non. Quand on a été UP6 de conviction, pas les UPC d'utilité publique, ils permettaient que je ne cite pas les noms, les arrière-cours du pouvoir, c'est des choses qu'on ne quitte pas. C'est-à-dire, je vous prends une métaphore. L'affaire là, c'est comme, vous voyez le verre de whisky, on dilue avec le soda, qu'est-ce qui baisse? C'est peut-être le degré d'alcool, mais la quantité de whisky ne bouge pas. Dans les idéologies, ça ne bouge pas. Tout le monde est convaincu. Moi, je suis plus militant, mais je me demande quel gâchis. Même Hilaire Mindia, quand il était en France, demandait toujours ici aux amis, comme Mongo Nam, vous permettez que je ne donne pas son nom, à Mongo Nam, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez tant de problèmes à structurer l'UPC véritable? Mais la légalité était une affaire de ce que Mukoko appelait les oiseaux. All right, so I want you to tell us now how that movement, the Union for Change, yes, the platform was finally put in place until it started functioning. But before that, there's something which you said about what Henriette Ekwe, for example, told Anise Ekane when he brought the idea. She said, "You're going to be arrested." Yes. And it seems as if Yondo Black also was in that same line of thought that he's going to be arrested if he puts in place that platform. Did it deter him? Did he kind of discourage him? Non, en réalité... The fact that he was told that you're going to be arrested by somebody like Henriette Ekwe, who was very close to him. Oui, parce qu'entre-temps, Henriette donc est chargé de ce qu'on appelle permanent du parti à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'Anissé dit? Anissé dit, dans ces cas, il faut qu'on mette quelqu'un devant qui n'est pas de l'UPC, mais qui a de l'étoile et de l'étoffe. Anissé propose Maître Yondo Black, que c'est lui qui porte l'étendard. 1, il est franc-maçon, visiblement ils sont nombreux et puissants. 2, il a épousé une blanche, enfin une française, dont de la famille de Alliot-Marie, qui est une puissante. Michel Alliot-Marie. Voilà. 3, c'est un ancien bâtonnier, donc quand on va le toucher, il y aura une vague des avocats qui vont se mettre en branle, et il a cité un certain nombre de critères. Et ça, c'est ça, Anissé Ekane. Donc Anissé avait le flair de sentir. Quand il a donc expliqué ça, l'affaire est donc devenue qu'il faut que les Ekwe et les Ekane soient derrière, mais qu'on propulse Yondo Black. C'est-à-dire que Anissé a souvent ce coup-là. Quand il veut faire quelque chose, par exemple, la création de Cap Liberté, qui est aussi une idée d'Anissé Ekane, c'était le comité de libération de Célestin Monga, qui a été transformé à la résidence d'Henriette Ekwe, Cap Liberté, comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie. C'est un cousin qui dit Henriette, en prison, il y avait un gars qu'ils ont connu, il dit Kamchameni, il faut qu'on le mette devant. Il est ceci, il a une femme américaine, il est ça, il est ça, il est ça, c'est un informaticien calé, ça peut être très utile. Donc Anissé avait souvent ce genre de fleurs, de flair. C'est pour ça qu'à chaque opération, vous verrez toujours qu'il s'alliait à quelqu'un qui peut amener un peu, si vous voulez, une sorte de pression à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est comme ça que Yondo est passé pour être l'homme qui est le plus en vue. Et quand on les arrête, on arrête Yondo. Yondo, évidemment, les autres noms sortent. Et vous vous souvenez au tribunal militaire, Yondo a pris la parole pour dire que pour lui c'est un grand jour. La plaidoirie est partie des quartiers maintenant pour venir. Mon ami et frère Patrice Monté l'a dit aux obsèques. Les deux personnalités, Monté a cité ce que Black a pu faire. Black a dit pour moi c'est un grand jour. Les plaidoiries ont quitté les quartiers pour le tribunal. Et Anissé a pris la parole. Il a dit les yeux dans les yeux au commissaire du gouvernement. Là on est au procès. Voilà. Alors que les Mukoko lui ont dit si vous êtes là-bas, vous réclamez de l'UPC. Vos familles vont dire vos gens sont en Europe et vous envoient à l'abattoir. Donc Anissé dit que non, ils ne vont pas se réclamer de l'UPC. Puisque Mukoko a dit chaque fois qu'on arrête des camarades à l'intérieur, on les reproche qu'ils sont en France et on arrête des gens ici. Anissé a pris la parole. Il a dit au commissaire du gouvernement, là vous êtes assis. Il y a quelques années,
Ernest Wandi a été condamné au même endroit. Et le commissaire du gouvernement qui a pris cette décision à proposer au président, à la fin, a commencé à dire « je regrette et j'ai eu des pressions ». Et Anissé a demandé « est-ce que ma condamnation a été requise d'avance ?» Enfin, il a lié un certain nombre de choses qu'on a mis dans le cas de troubles d'audience. Donc, il a eu plus de peine que Yondo lui-même, qui a fait Yondo, était comme qui était hors du pays. Jean-Michel Tekam. Jean-Michel Tekam, ancien UPC. Était condamné par contumace. Par contumace. Donc, vous voyez que Anissé a eu la peine la plus lourde pour mauvaise attitude devant la barre. Et même Henriette Ekwe, quand on est venu dire Henriette, mais on a trouvé des documents chez vous qui rappellent le sang. Oumioben, Moumie, Wandi, Osenda Fana. Il a dit, Monsieur le Président, je vous interromps tout de suite. Parce que les noms que vous citez, ce n'est même pas le sang. C'est les gens qui sont battus pour que vous soyez assis là. Donc, vous voyez un peu, ça, il fallait être de cette UPC là pour... En réalité, lors des formations de l'UPC en clandestinité, la première des choses, c'était de vous faire perdre la peur. Donc, les vrais UPC, vous pouvez parler là, on dit qu'il y a des camions militaires dehors. Chacun... Parce que les gens ont grandi en disant... les vrais UPC ne sont pas morts sur un lit d'hôpital. Ou Moumie, Wandi, tout ça, au Sendafana. Personne n'est mort cliniquement. Donc, c'était une façon de dire, ah tiens, si je meurs comme ça, on annonce plutôt aux avis des décès, j'aurais perdu ma vie. Alors que si je meurs, les journaux en parlent parce que je suis resté martyr pour la liberté et la démocratie, c'est quelque chose. Donc, c'est comme ça, donc je voulais rétablir ces faits. L'affaire Yondo n'était pas la création d'un parti, c'était la création d'une plateforme de coordination qui est à l'origine de la fameuse coordination qui a créé l'ARC-CNS, l'Alliance pour le redressement du Cameroun par la Conférence nationale souveraine. Et l'ARC-CNS est devenu l'Union pour le changement, qui est une idée personnelle de Mokoko Priso, avant même de la faire admettre à la direction de l'UPC Manidem. Et Froudidon est proposé, vous savez où? Au siège de l'UPC Manidem, c'est là où Ekane prend sa main et il dit voici le candidat de l'UPC Manidem. Parce qu'Henriette avait déjà dit à Ekane, en lui soufflant, Obinaba, Batoba, SDF, les gens du SDF, ils sont en train d'organiser pour faire les primaires avec Froudi. Notre type peut perdre parce que Bernard Mouna, on ne sait jamais. Donc, le PCNDM choisit Froudi avant que le SDF ne fasse ses primaires. Le SDF est obligé de prendre acte. Ces aéroports qui sont la vitrine de notre pays et qui, du point de vue de pas mal de personnes, ne reflètent pas exactement ce que devraient être ces aéroports. Vous voyagez, vous allez dans plusieurs pays au monde. Lorsque vous regardez quand même ces aéroports-là, il y a du travail à faire. Je suis totalement d'accord. Mais je crois que le débat de fond... je regarde souvent beaucoup d'anti-français qui mettent tout sur le compte de la France. Je crois que les choses comme ça, d'une simplicité, la France ne peut pas aujourd'hui dire que l'école normale, Ernest Wandi, CHU Félix Moumié, il faut aller, que M. Macron s'oppose. Je crois quand même que l'aéroport Rouben Oumioben ne poserait pas un problème. Et je ne vois pas, parce que s'il y a ces Touré ailleurs, et il y a tout ce que vous voulez ailleurs, pourquoi on ne serait pas là? Donc je pense que... On aura l'occasion de revenir sur cette question, oui. Parce que c'est des questions de mémoire, ce sont des questions mémorielles tout à fait. Qui sont importantes et nous allons évoquer dans d'autres émissions avec vous, si vous en avez convenance, pour revenir justement sur ces questions de mémoire. Alors peut-être... Donc, vous étiez en train de parler du procès Yondo avec la mobilisation des avocats. Oui. Je suppose que la presse aussi, c'était beaucoup... Oui, oh là là. C'était même la naissance de la nouvelle presse camerounaise qui partait déjà des faits divers pour arriver à la politique. Parce que je dis toujours que mon frère et ami Séverin, Ndiaoui, Zébazé... La Sainte Trinité. Oui, bon, c'est un terme qui a tout ce que vous voulez. Mais en réalité, chacun avec son angle et ses convictions voyait ça à sa manière, mais ces gens ont joué un rôle très important. Bon, au départ, vous savez, Ndiaoui avait une position assez déséquilibrée ou équilibrée jusqu'en 90.
il disait tout, le président Biya est bon, l'entourage est mauvais. Jusqu'à la lettre ouverte de Célestin Monga, qui dit que l'entourage, comment? Qui nomme l'entourage. Donc, Ndiaye, donc, quand il sort de Nouvelle, et des circonstances assez, il devient donc maintenant, il n'y a plus l'entourage, donc, entre-temps, donc, les Tchouke, mon frère Séverin, ils arrivent. Bon, Azébazé, à cette époque, ils sont là, mais ils sont beaucoup plus teintés de l'aïdioïsme pour les gens comme... C'est-à-dire, c'est comme, vous verrez à la coordination, hormis l'UPC Manidem, les autres étaient tous issus du moule du parti unique, l'UNC. Donc c'est pour ça que vous verrez dans l'opposition de la coordination, beaucoup de gens s'opposaient de 82 en montant. L'UPC Manidem remontait un peu plus loin depuis André Mbida en 58, et comme beaucoup, les Singapour, les Borja et Vembe étaient du moule d'Aïdjo. Donc ils ne voulaient pas, et certains leurs acteurs et leurs actes n'étaient pas toujours des actes de bravoure. Donc la seule véritable opposition à la fois programmatique, idéologique, était les marxistes révolutionnaires de l'UPC Manidem, qui par contre sont d'une tolérance. Quand M. Aïdjo a disparu en 89, il y a eu ce débat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui envoyer les condoléances. Bon, Moukoko a été chargé, ils ont écrit les condoléances, a envoyé à Mme Aïdjo, et à l'époque, Moukoko plus je disais, ça mettait l'UPC Manidem à une position supérieurement moralement supérieure à quelqu'un qui les a combattus toute la vie, et quand il part, pour montrer que ce n'est pas la personne qui était le problème, mais c'est les actes qu'il incarnait qui se posent problème. Donc, c'est la même chose qu'on voyait lors de l'affaire Yondo. Je me rappelle, j'ai un ami qui est décédé aujourd'hui, Maître Onambele. Au sortir de cette audience, il était encore stagiaire chez Maître Edou. Il y avait un snack bar, je peux le citer, qui n'existait plus, tenu par un Corse, François. Tous les avocats, Onambele pleura chaudes larmes, comme quoi c'est un gâchis. Pourquoi arrêter le bâtonnier? Pourquoi ceci? Et c'est de là que Onambele donc, qui était un grand copain à moi, entre donc à l'UPC Manidem, parce que lui, son père a été tué dans les années de Braise. So tell us, what was the impact of that huge mobilization of lawyers in their hundreds, journalists and other persons? Did it change anything in the course of history? Did it change anything in the course that the trial of the Yondo Black affair took? Yes, I suppose when this patient was taken by Velor and the other association and the members of newspapers, it was a great moment because they have a lot of pressure about our government. And, you know, first of all, our government can, how we call it, when the patient go out the country, or people of the government don't need it. Parce que nous, notre ressource, en termes d'image, le président Biya a un souci quand ça touche l'international. C'est-à-dire que tant que c'est entre nous ici, on peut considérer comme les enfants jouent au football, là, c'est le coup faible. Mais quand ça touche les Champions League à l'étranger, généralement, il réagit très vite. Parce que le président Biya, généralement, n'aime pas quand il voyageait encore beaucoup, que dès qu'il sort, on lui tend le micro qu'à propos, il y a ceci, il y a cela. Donc, généralement, dès que la mobilisation est forte, donc, et les avocats qui étaient là n'étaient pas... j'ai dit qu'il y avait 13, et des avocats de très haut niveau, qui étaient, et là, tout le barreau était là, et la presse était là, et c'est même là que les tirages ont commencé, les journaux vendaient après 120 000 exemplaires, 100 000 exemplaires. Vous sentez que le peuple voulait lire tout, y compris des journaux que vous ne pouvez même plus trouver aujourd'hui. Vous trouvez les journaux comme Galaxy, vendés à 50 000 exemplaires. Messager, Nouvelle Expression, Challenge, c'était plus de 100 000 exemplaires. Et vous verrez, Célestin Monga parle, quand il sort de prison, mais je crois que c'était le sommet des achats de tirages et tout ça. Et où il remerciait ses amis justement Anissé et Kane pour sa mobilisation, Dieu Kam Tchameni pour ce qu'ils ont pu faire pour cette mobilisation. Parce que c'est lors du procès Monga, avant toute chose, qu'on a vu pour la première fois des banderoles revendiquant la conférence nationale, l'amnistie générale, le retour des exilés.
Et qui avait les exilés? C'est l'UPC. Qui voulait l'amnistie? Ce sont ces anciens prisonniers. Qui voulait les conférences nationales? C'est eux qui avaient la tradition que Oumioba avait laissée, qu'avant l'indépendance de la réunification, il faut une table ronde, qui en fait est devenue conférence nationale. Donc, l'affaire Yondor n'est autre chose que l'héritier du courant d'opinion que Oumioba a écrit. Parce que les UP6 sont des traditions membres des plateformes. Vous verrez qu'en 1946, Ruben Oumioba est vice-président du RDA. Et au fait, Boyan est le président. Les Modibo Keïta, tous sont là, les Sékou Touré. Jusqu'au jour où Oumioba quitte, et il estime que ce qui se passe au RDA n'est plus ce qui le convainc. Et vous verrez qu'avant la coordination de l'affaire Yondor, si vous vous rappelez, et vous cherchez les vieux journaux, y compris Jeune Afrique économique, Maître Wolbert et les gens avaient écrit « Union contre nature à Paris entre les marxistes révolutionnaires et les aïdoïstes bourgeois ». C'était entre l'UPC Manidem marxiste et les aïdoïstes qui avaient donc créé. À l'époque, l'UNDP s'appelait l'UNDPC, qui était dirigé par Bello Boba Maïgari, qui était au Nigeria et qui est venu voir les Mokoko en France pour créer un des ancêtres de la coordination qui s'appelait à l'époque le Front démocratique. Merci, Front démocratique camerounais, c'est les ancêtres de la coordination. Donc jusque-là, Mokoko et l'autre. Mais le monsieur qui est chargé de cette dynamique, c'est Kwishu Simeon, qui est encore vivant, qui était à l'époque chargé des relations internationales. So what's your reading of, or what's your understanding of the fact that at the end of the day, Anise Kane got a higher jail term even than Yondor Black? I think he was jailed for 4 years and 4 years with a fine of 15 million francs CFA, and he was obliged to pay the cost of the entire trial, the entire case. What's your understanding of that? Oh, tu sais, quand on avait du mauvais comportement devant la barre, parce qu'Anissé est mort, mais il ne savait pas avaler sa langue. Le jour où je devais aller le voir, je ne trahis pas un secret, je suis avec un de ses amis de très longue date, mais qui n'est pas... Parce qu'il avait ses amis comme ça. Un dentiste qui est passionné de musique, ici à Douala, dont tout le monde connaît bien, je crois que vous avez deviné qui c'est, n'est autre que Sylvain Kom. J'y vais, Sylvain me dit, je suis à Yaoundé, on appelle sa femme, Edwige, que bon, par où il faut trouver Anissé. J'arrive, je suis très souffrant. Sylvain me dit, bon, comme tu as quelques problèmes de santé, là, ta goutte et tout, reste dans la voiture. Bon, Sylvain est arrivé, d'abord, il trouve Anissé. Anissé s'exclame, mais le type, s'il vient faire quoi ici? Il est entouré de ces gendarmes. Donc, pendant qu'ils sont là, Anissé parle de choses sur lesquelles Sylvain piétine. Qu'est-ce que tu vois, les gens? Mais il dit, j'ai dit ça justement pour qu'ils aillent dire ça à leur patron. Moi, je ne veux plus ceci, je ne serai plus ceci. Sylvain dit, mais ouais, Anissé, comment tu peux être ici et regarde ta santé? Tu tiens de tels propos. Il dit, mais s'ils sont là, c'est tant mieux. Ils vont aller écrire que voilà ce que Kane disait à quelqu'un. Donc, vous voyez jusqu'où Anissé avait banalisé la notion de la mort. Alors, justement, pour sortir de l'émission, cette émission en mémoire de Georges Anissé Kane, alors on a donc là quelqu'un qui lutte pour les libertés depuis plusieurs décennies. Oui. Vous avez rappelé à suffisance le rôle qu'il a joué pendant les années de Braise, avec la contestation, le retour au multipartisme. Alors, plusieurs décennies après, en 2025, rebelote. Oui, c'est parce que c'est une constance chez lui. En réalité, qui a bu boira, ce n'est pas un simple slogan. Anissé était un homme de conviction. Quand il rentre de France, il s'est mis à faire aussi les affaires. Il avait une société Cibal qui faisait des signalisations, je ne sais pas, une autre, parce qu'il a fait l'école de commerce de Lille. Donc il avait des idées pour faire ses entreprises. Bon, mais dès qu'il a été arrêté dans l'affaire Yondor, au sortir de là, lui-même a dit, bon, avec le passif que j'ai, je suis même plus sûr que même le privé peut avoir le courage de me donner quelque chose. On va dire, ce n'est pas le type là, c'est même pas... Donc Anissé avait rompu de toutes sortes d'activités du type
commercial, professionnel. Mais il avait un lien très fusionnel avec sa mère. La preuve, il est resté longtemps, c'était la photo de sa mère sur sa page WhatsApp et tout. Donc, sa mère, comme les parents d'Ekwe, pour la petite histoire, le père d'Henriette Ekwe est le tout premier directeur camerounais des douanes. Le père d'Anissé, c'est aussi quelqu'un de très respectable. Alors, donc, sa mère qui voit que Anissé aime tellement cette affaire, il est passionné. Bon, Anissé, quand il se démarque, sa mère revenue, sa famille donne le siège au Carrefour Tuif pour que son fils fasse de ça ce qu'il veut comme parti politique. Donc c'est quelqu'un qui a tout donné. Autrement dit, José Blaise Mangaka, que vous n'êtes pas surpris de revoir Anissé Ekane revenir sur la scène, d'abord pour donner l'investiture au professeur Moïse Kamto, puis se mettre avec Issa Tiroma Bakari pour une alternance politique. Vous n'êtes pas surpris? Pas du tout. Par contre, Anissé était justement, comme vous voyez, au départ, il était un peu comme vous voyez Oumyobé. Il venait avec une idée, mais il peut être mis en minorité à l'intérieur du parti. C'est comme Oumyobé dans ces années, il a été mis en minorité sur le maquis, les luttes armées. Bon, mais il s'inclinait. Donc au départ, Anissé qui trouvait le professeur Kamto parce qu'il avait ces trucs, il aimait les thèmes. Oh, c'est un petit bourgeois. Bon, mais à la fin, quand Anissé parlait de Kamto, qui réunit telles conditions, il mobilise beaucoup, il m'a dit, je suis allé le voir, mais dans ses yeux, je sens qu'il croit ce qu'il fait. Il a dit aux autres, mettons les problèmes d'idéologie de côté. Il n'est pas marxiste, il n'est pas révolutionnaire, mais quand tu causes à lui, il y a une flamme qui pense qu'il a une idée du Cameroun. C'est comme ça donc, quand ça n'a pas marché, c'était facile, parce que ce qu'on disait en 90-91, il s'est lié d'amitié avec Tiroma. Parce que comme il animait les villes mortes et les cartons rouges à Douala, Tiroma animait Garoua, des villes mortes et les cartons rouges pour le compte de l'UNDP. Et depuis lors, l'amitié était née, ils ont gardé cette amitié. Donc quand, en 2025, la panoplie des candidats est là, il est donc facile que, je suis convaincu, il ne m'a pas dit, que dès l'idée du groupe de Douala, qui aboutit à l'Union pour le changement, parce que je lui ai dit, mais dis-moi, PPO, comment toi, vous appelez ça groupe de Douala? Il m'a dit, non, laisse, on va sortir le jour après, c'est l'Union pour le changement, toi aussi, UPC. Donc, il faisait le groupe de Douala pour le groupe de Douala, mais il savait qu'ils vont sortir l'UPC après. Donc, c'est comme ça donc qu'il sort l'idée de l'Union pour le changement et il pense que Tiroma est le type qui peut porter cette affaire. Et c'est comme ça qu'il se met à fond. Il se met à fond. Lui, parfois, je l'ai vu, lui m'a dit que il s'est retrouvé à deux avec Tiroma à la fin d'une soirée. Les deux même ne croyaient pas à cette mobilisation. Ils sont arrivés à des endroits, Tiroma ne peut même pas sortir de la voiture. Il a oublié de prendre le haut-parleur pour faire le meeting. Donc, il avait ses flairs. Parce qu'à un moment donné, moi j'ai vu des gens dire à Anissé, oh, de tous, Maïgari, ceci, sur le plan du sultanat, il est ci, il est ça. Bon, comment Anissé a senti que c'est pas ça, c'est plutôt ceci, ça, moi. Et puis Anissé donc décide donc, il me dit ce qu'on va faire, on va obliger Tiroma de faire son lancement le jour de l'assassinat de Oumyobé, on va voir s'il croit à ça. Ils amènent donc le discours bien rédigé, il est assis à un dit comme Tchameni Tiroma au milieu. On lui dit, voilà, le 13 septembre, c'est le jour à Idjo, et les Français ont tué Oumyobé, il faut lire ça. Tiroma, lui, avec une aisance extraordinaire, c'est lui qui ouvrait donc à Tiroma d'être le trait d'union entre les progressistes révolutionnaires de l'UPC et les Aïdjoïs. Ça l'a beaucoup servi dans ce cas-là. Donc, and he fought till his last breath. Yes, this is, I can say, it was the last movement of Anissé. And I remember when I got it in the phone, he told me he was doing his best to get a success story with Mr. Tiroma. This is one of the reasons I can say
ce n'est pas, comment je peux dire, Anissé est mort, mais il n'est pas mort. Bon, maintenant, Anissé est mort en martyr. Ce qui m'a étonné, c'est pas à titre posthume, Anissé n'était pas croyant, hein? Mais j'ai vu, parce qu'il avait sa sœur Gertrude. À chaque fois qu'on se trouvait, Gertrude est très croyante. Et Gertrude était très embêtée, même sa femme-mère. Anissé parlait jamais de Dieu ni de religion. Maintenant, je vois un message où il dit qu'il veut mourir comme Jésus-Christ. Bon. J'ai compris que quelque chose avait changé. Un peu comme le président Mitterrand qui était aussi comme ça. Je ne sais pas s'il faut utiliser le terme. Athée. Bon, à la fin, quand les journalistes ont demandé, quand Mitterrand était gravement malade, on lui a demandé, est-ce que vous croyez en Dieu? Mitterrand a dit, je crois aux forces de l'esprit. J'ai l'impression que plus on va vers la tombe, plus il y a des mutations. Et donc, Anissé, je crois que sa famille, il a réussi à les fédérer, sa famille nucléaire, how we call it, qui sont croyants, et lui qui était un peu de l'autre côté. Je vois Gertrude, chaque fois que vous faites elle est assise, les larmes. Bon, mais du côté, son ami et camarade Henriette Ikwe dit, on ne va pas transformer le siège du Manidem en un mur de lamentation. José Blaise Marakak, on va vous remercier infiniment d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face. Cette émission, hommage à Kaiché. Yes, c'était son nom de lutte, Kaichege. Kaichege. Oui, il y avait aussi Daïrou Baba et Pierre Ngukam. Voilà. Je crois que de là où il y a Anissé, j'apprends que les morts ne sont pas morts. Je crois qu'il est heureux de voir tout ce qui s'est fait, les émissions et de la manière dont il est mort. Je pense, j'en ai discuté à gauche, à droite, j'ai l'impression que si on était à Anissé un 15 janvier, le jour où Ernest Ouandié est décédé, il serait très heureux. Parce qu'en réalité, Anissé Mézé, lui n'a pas connu les Moumiers, c'est sur les écrits. Mais il n'a pas vu Ouandié à 0 mètre, mais il dit que vous imaginez un élève de terminale, après avoir vu le bandit qu'on décrivait. Il dit par rapport aux autres, le courant qui était abattu, Ouandié allait au poteau, droit, regardant les militaires. Et il fait un discours où il conclut, je sais qu'un jour on parlera de moi dans l'histoire du Cameroun et à la page centrale. Et il dit feu. On lui dit non, c'est un pas toi qui décide aujourd'hui, c'est un peu le maquis. Donc ça a beaucoup marqué Anissé, au point que, à un moment, comme Mongo Betty aussi était athée, Mongo Betty lui disait, quand il est coincé, il disait à Oumiobe que si je suis coincé, qu'est-ce que tu me souffles? Je crois que Anissé, lui, il était très proche de Ouandié. Parce que quand vous lisez Mongo Betty, l'assassinat, la deuxième mort de Ruben Oumiobe, lui, il demande même que la capitale du Cameroun qui va naître s'appelle Ruben Oumiobe-ville. Donc, c'est des gars qui ont été marqués par... Parce que au Séné, Mongo Betty, ils ont connu Moumié, différemment d'Anissé qui a connu Ouandié. Et je crois que sa disparition dans des conditions comme ça, si tu mettais sur la table 3-4 cas de disparition, Anissé souhaiterait partir comme il est parti. Donc, Kai, bon, repose-toi. Je crois que le 1er décembre ne va pas être un simple jour. Donc, tu es parti quelques jours avant le 15 janvier. Ben, Mouna et Kane, je vois comment il se bat dans les médias. Sache que tu as laissé une progéniture nucléaire et ton parti laissé ne va pas disparaître comme ça. Que ce soit les autres enfants, Bomono et Kane, et ton petit chéri que tu aimais beaucoup, en hommage à Thomas Sankara, et tous un jour diront, notre père n'a pas vécu pour rien. Merci infiniment à vous, Josué Blaise Marakak, d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission La Vérité en face. Merci également à vous, Babila Jonathan. Right. Merci à vous, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre livraison de La Vérité en face. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.